Eh petit, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. Toute mon histoire? Toute ton histoire. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs ? Mais oui, et ça va et toi ? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Sanigou. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Arthur Sanigou et je suis auteur, réalisateur, scénariste. J'ai beaucoup de métiers. Très bien, je note. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qu'on adore tous ici, Les Goonies. Imaginé par Steven Spielberg, écrit par Chris Columbus et réalisé par Richard Donner, Les Goonies racontent l'histoire d'une bande d'amis au fin fond de l'Oregon à la recherche d'un trésor, celui du pirate Willy le Borgne. Sorti en 1985, ce film est instantanément un succès au box-office, trustant durant des semaines la deuxième place des sorties en salle derrière Rambo 2. 36 ans plus tard, Les Goonies est devenu un film culte, celui de toute une génération un peu partout dans le monde, cette génération née à la fin des années 70 et au début des années 80. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Arthur. Je redoutais cette question. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ce film, je l'ai découvert, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est qu'en fait mon père avait enregistré un film un peu érotique. Je dis pas porno, c'était érotique à la fin des Goonies. Sur la 6, tranquille. Exactement. Ah oui. Et j'étais obligé de... En fait, on avait perdu la télécommande avec mes frères du magnétoscope. Et c'est-à-dire qu'on était obligé de regarder tous les Goonies pour avoir accès au film qui était derrière. Et donc, en fait, je l'ai regardé énormément de fois au début. Donc en fait, t'associes Les Goonies à des souvenirs de branlette. Non, parce que c'est vraiment mon film, un de mes films préférés, voire mon film préféré, donc non. Mais c'est ça mon souvenir que j'ai des Goonies. Ok, cool. C'est une très bonne anecdote. Vous pensiez pas que j'allais aller là-dedans. Bah non, hein. Ce que je retiendrai, c'est que tu regardais des films érotiques avec tes frères. Eh ouais, très jeune. J'ai 3 frères, donc j'en ai vu beaucoup. Guillaume, ton premier souvenir des Goonies ? Eh ben, c'était sur une VHS aussi, mais c'était pas du tout une VHS érotique. C'est ma mère, je me souviens, qui nous avait dit avec ma sœur, j'ai enregistré ça, le film Les Goonies et tout, parce que ça avait l'air d'un truc jeunesse qu'elle avait lu dans le Téléstar et tout ça pour nous faire voir ça. Et effectivement, ça vient là, c'était pas du tout une. J'étais petit aussi, hein. Je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans peut-être, je sais pas. Et effectivement, j'ai vu ce truc. Alors, je pense que j'ai pas tout compris au début. Je me souviens juste que, genre, la scène où ils arrivent avec le bateau, ça m'avait halluciné. J'étais là, non, mais attends, c'est un truc. Ce bail Ouais. Tu sais, quand t'es petit, t'es là, mais non, mais. Moi, je croyais à tout. Je croyais même tellement à tout, je crois que ça me faisait un peu peur, comme film. Genre, le Sinoc, genre. Sinoc, Quand quand t'es t'es enfant, flippé, c'est en peur. vrai. J'ai un pote, sa fille elle a 6 ans, elle lui a montré Sinoc, ça la faisait un peu flipper. flipper. La scène quand il le voit la première fois dans la cave, c'est méga flippant. Et quand tu le regardes maintenant, sa gestuelle, C'est un peu drôle. Oui. en vrai. c'est vraiment Monsieur Cadeau du Club Dorothée, il fait comme ça. C'est un bonhomme rigolo. Et donc bon souvenir. Très bon souvenir évidemment, et film culte depuis. Aurélien. Eh bien, moi, c'était aussi une cassette vidéo classique des années 80, je pense. Personne l'a vu au ciné, ça veut dire. Non, en Pour une 85, fois. moi j'avais vraiment 6 ans, donc j'allais pas au ciné encore. Mais ça faisait partie des classiques de Spielberg que je me tapais avec Indiana Jones. En fait, il y en a quelques-uns que j'ai ratés, genre E.T. c'était pas une cassette chez moi, mais les Goonies c'en était, parce que j'aimais bien le côté chasse au trésor. Pour moi, c'était vraiment Indiana Jones avec des enfants. Voilà, tu sais, genre il y a un trésor, il y a... C'est ça. Il y a Willy le Borgne, il y a un délire. Donc je le regardais souvent après ou avant les Indiana Jones. Pour moi, c'était le même délire. Moi, quelques samedis, on allait chez le cousin de ma mère quand j'étais petit, un type qui s'appelait Patrick. Et en fait, ce Patrick, il avait plein de films chez lui. C'était vraiment cool. Ils enregistraient tous à la télé, etc. Il était un peu en avance sur tout le monde, même il achetait plein de cassettes à la Fnac et tout. Et il avait les Goonies. Et en général, ce qui se passait, c'est que eux, ils restaient entre grands. Puis tu mets une cassette aux petits qui sont à côté sur le canapé. Et un jour, il met les Goonies et j'avais trouvé ça trop bien. Et à chaque fois qu'on allait chez lui, en fait, c'était l'occasion de voir les Goonies. Parce que je l'avais pas en cassette chez moi. Et j'étais hyper content d'aller chez lui parce que c'était l'occasion de voir les Goonies. Et après, par la suite, c'est devenu un film culte. Vraiment, mon film, le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Je pense vraiment, j'ai dû le voir, sans mentir sur les chiffres, peut-être 200, 300 fois. Quoi ? Et ouais, tu sais, quand t'es petit, tu as cette capacité à regarder vraiment un film en boucle, quoi. Et tout était culte pour moi, même la chanson de Cyndi Lauper à l'intérieur et tout, qui était devenue une de mes chansons préférées quand j'étais petit.
Et même aussi la chanson de Dave Grusin. Je sais qu'on en parle souvent de Dave Grusin parce qu'il a réalisé la musique d'un de tes films préférés. Tout à fait, La Maison du Lac. Voilà. Et musique qui est d'ailleurs très différente de ce qu'il a fait pour les Goonies. Ouais. Et voilà, il y a vraiment un truc avec cette BO. Récemment, j'ai acheté. Ils ont sorti un vinyle de la soundtrack des vinyles, un double vinyle avec la soundtrack des Goonies. Des Goonies, pardon. Je dis quoi? T'as dit la soundtrack des vinyles. Ouais, la Ça n'a pas trop d'intérêt. Un vinyle, la soundtrack des vinyles. Et en fait, il y a Très bon vraiment soundtrack. toutes les chansons de Dave Grusin, c'est vraiment cool. Et puis voilà, et surtout ce film, ça a généré en moi une envie, celle d'aller un jour à Astoria. Donc il y a un peu un truc où tous les fans des Goonies, ils vont à Astoria pour se prendre en photo devant la maison des Goonies. Et moi, je rêve d'aller là-bas en fait. Je rêve un jour d'aller à Astoria et de voir un peu. C'est où déjà? Dans l'Oregon? Dans l'Oregon, et c'est une ville qui a été souvent utilisée pour les tournages de films des années 80, parce que c'est aussi là-bas que se déroule l'intrigue d'un flic à la maternelle. Ah bon? Avec Schwarzy. Ouais, c'est à Astoria. Et c'est aussi à Astoria qu'il y a Sauver Willy. Donc tu vois un peu toute cette ambiance des films pour enfants des années 80, ça se passait à Astoria. Parce que la ville elle est belle ou parce que Non, c'est parce que moins cher? la ville, je sais pas, elle a un petit côté rassurant, tu vois. Genre tout est un peu, tu vois, vert, il y a la mer à côté et tout. C'est vrai que très c'est beau. familial et tout, tu vois. Les C'est maisons beau. elles sont belles en plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans les Goonies, peut-être la scène préférée des Goonies, Arthur? Si tu dois retenir une scène. Scène préférée, j'irais, mais c'est comme tout le monde, j'irais sur Fais le bouffi bouffon. Quand il le fait, c'est quand même la scène culte que tu retiens tout le temps. Mais après, j'ai appris à aimer le film différemment. Au début, c'est ça qui m'amusait quand j'étais petit, c'était le fait qu'ils cassent la statue, qu'ils remettent le sexe à l'envers et tout. C'était tous ces trucs-là un peu nuls. Ça fait 2 fois que je parle de trucs de sexe, je me rends compte. J'ai un rapport très chelou à ce film. Non mais. Et en fait, plus je grandis, plus c'est tout ce qui raconte le film qui me touche plus que certaines scènes. Mais je dirais, ça a Bouffi Bouffon, je pense. Ouais. Surtout qu'en plus, ce qui est cool avec la scène de Bouffi Bouffon, c'est aussi l'avant, parce que ils mettent en place une sorte de petit. Tu sais, pour ouvrir la porte, de petits pièges. C'est très et tout, machin Spielberg, et ça. tout. Ouais, à fond. C'est à mort Spielberg. Guillaume, ta scène préférée? C'est un peu ce que je disais avant. Moi, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué, c'est la première fois où on voit le bateau. Où en fait, après toutes ces aventures, tu te dis, bon, bah alors ils arrivent où? Ils tombent dans l'eau. Ils viennent de se faire le tunnel où c'est un aqua boulevard génial. Et là, d'un seul coup, tac. Et là, le premier plan du bateau. Franchement, c'est hier, je l'ai revu. Ça m'a refait une émotion. Ah ouais. Je me suis dit, j'étais là, genre, genre ça y est, ça existe, tout ça, c'est vrai, c'est incroyable, etc. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop bien. Et hier, je me disais aussi que c'est vraiment, on dirait que ils ont coché vraiment toutes les cases pour que ça plaise aux gosses, quoi. Ouais. C'est fou, tu vois. Genre les pirates, genre chacun son rôle d'attaque à toutes ces inventions folles et tout. C'est tout. Enfin, tu peux tout. Enfin, quand t'es petit, t'aimes tout, quoi. Ouais. Les méchants qui sont vraiment méchants. Franchement, je trouve ça trop bien. Aurélien? Bah moi je pense quand même que c'est Sinoc parce que quand je l'ai vu j'étais assez Ah petit oui. et ce personnage il me faisait flipper parce que tu sais je sais pas il y a un œil il est pas j'avais jamais vu un personnage comme ça en fait. Genre je me dis il lui arrivait quoi, puis tu sais toute cette histoire genre on l'a balancé trop près du mur et tout, c'était ça en français je crois. C'était puis en plus, pas comme- cool, comme tu sais, disait, c'était sale. Comme disait Arthur juste avant, la façon dont il est filmé pour la première fois, parce qu'après ça devient un peu comique, Sinoc, à la fin du film, mais la façon dont il est filmé pour la première fois, c'est un peu horrifique. C'est au fond d'un couloir comme Ouais, ça, c'est vraiment Elephant la lumière Man, est sombre. ouais. Ouais, tu vois. Puis j'ai un détail qui m'a marqué, c'est ses oreilles elles bougent non? Ouais, Mhm. exactement. Et ça au début j'avais pas trop remarqué, je me dis il y a un truc qui me gêne encore plus que son œil qui est pas au même endroit et après je fais putain ses oreilles elles battent. C'est quand Et il est après, content, c'est je resté crois. dans ma On tête. sait pas vraiment ce qui lui arrivait, mais dans le film, il dit à sa mère que, en fait, dans la version originale, il lui dit, tu me fais tomber et tout. Ouais, les Ouais. persos, je crois. Ah, dis donc. Ouais, parce que il y ça avait- fait la chute. Il y avait tout un délire, je me rappelle dans mon collège, on disait fais gaffe, on va te bercer trop près du mur comme Sinoc. Et j'étais genre waouh, j'ai pas envie Ouais, du tout de ressembler à tu m'étonnes. Sinoc. Ouais, une scène que j'aime bien dans le film, c'est la scène d'intro finalement, parce que je trouve qu'elle présente très bien les personnages. Dès le départ, Ouais, ça c'est vrai. on voit Data, donc tout de suite il a des petits gadgets dans sa sacoche. On voit Andy qui est avec sa troupe de comment on appelle ça, les Cheerleaders. cheerleaders, Cheerleaders. exactement. Et je trouve que ça présente tout de suite les personnages et je trouve ça très cool en fait. Donc Ouais. tout de suite on est dans le bain et on sait qui est qui et je sais pas, je trouve ça très très ingénieux. C'est la quoi. course-poursuite, qui les suit tous un par Exactement. un. Tu passes d'un à Avec l'autre les comme un fratelli. petit saut de puce, c'est génial. Je trouve ça hyper bien fait. Et la musique est vélos et incroyable de début d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors dans ce film, il y a plusieurs jeunes acteurs et actrices. Certains ont percé, d'autres non. Brand est celui qui a le mieux réussi, Josh Brolin. Mickey, Sean Astin, c'est pas mal non plus. Il a quand même joué dans Le Seigneur des Anneaux. Data avait joué dans le 2e Indiana Jones 1 an plus tôt, mais après pas grand-chose. Choco, lui, n'a joué que dans un film, Les Goonies, avant de faire quelques furtives apparitions dans des séries mineures. C'est sensiblement la même chose pour Kerry Green, qui incarne Andy. Quant à Martha Plimpton, Steph dans le film, carrière plutôt pas mal, puisqu'elle a joué dans Mosquito Coast ou encore À bout de course de Sidney Lumet. Et dans cette bande de Goonies, j'ai oublié d'en mentionner un, Bagou, incarné par Corey Feldman, sûrement un des acteurs les plus atypiques de cette bande, Guillaume.
Oui, alors vous voulez une bonne ambiance ? Bah c'est parti. En effet, c'est une vie très mouvementée que je vais vous raconter ici. Corey Feldman, qui naît le 16 juillet 71 à Los Angeles, et il est entouré de 4 frères et sœurs, d'une mère très autoritaire et violente et d'un père plutôt désintéressé par le bien-être de son fils. Une enfance pas vraiment joyeuse en somme, mais marquée par l'enchaînement de succès pour le petit Corey, qui débute sa carrière d'acteur méga jeune à l'âge de 3 ans. Dans des spots de pub, notamment pour McDonald's en 1976. J'ai regardé la vidéo qui est disponible sur YouTube. Très vite, sa mère devient sa manageuse et son père monte en parallèle une agence de casting pour enfants acteurs. Et des parents, en effet, très regardants sur le bien-être et la construction du jeune Corey, puisque de ses 3 à ses 10 ans, il fera plus de 100 spots de pub, quasiment 2 spots par mois, et une 50aine d'apparitions dans des séries, notamment Mork et Mindy, et avec Robin Williams, si vous vous souvenez de cette série. Oui, c'est une série où il joue un extraterrestre, non ? Ouais, exactement. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Enfin, Robin Williams. Ouais, mais c'est une série culte des années 80 où il joue un extraterrestre, Robin Williams. Mais Exactement. d'ailleurs, je crois que. Je connais pas. Il n'y a pas une connexion avec Happy Days ? Non. Je sais pas. C'est le je crois cousin pas. de Mais il y a- Richie. Il y avait une autre série où il jouait, c'est 8 et c'est tout. Mais alors, j'ai revu les images, je me suis souvenu de ça, mais toi, tu dois te souvenir de ça, non ? Ça me dit Je dis quelque ça parce chose. que t'es un peu plus C'était vieux. après 7 à la maison. Il y avait la suite. 8 et c'est tout. Non, Il y avait 9 et plus rien après. 10 bon arrête. c'est ça. Ah oui, mais alors, messieurs, savez-vous quelle est la première participation majeure de Corey Feldman au cinéma ? Gremlins ? Gremlins, non ? Alors, évidemment, non. Mais non, mais évidemment, au Gremlins. Mais la toute première participation majeure de Corey Feldman au cinéma, c'est assez impressionnant. Ah. Toi, tu le sais ? C'est pas Stand By Me, non, pas du tout. Non, c'est après. Ah, ça, Alors, c'est chier. on est en 1981 et le Ah. tout jeune Corey fait la voix de Rox et Rookie. Ah, pas mal. Pour Disney. Il fait la voix du jeune Rock. Rox. C'est incroyable quand même. Stylé. Stylé. Début de carrière après la Il pub. a un très bon CV. Ouais, Ouais, très c'est bon fou, CV. non ? S'ensuit évidemment une série de succès et un début de carrière plus que prometteur, puisqu'il apparaît successivement dans le 4e opus de Vendredi 13, c'est son premier gros rôle, et direct ensuite les Gremlins en 84, les Goonies en 85 et Stand By Me en 86. Putain, trop bien. Ça, pour lui. Franchement, la trilogie Incroyable. 84, 85, 86, c'est assez fou. Lost Boys en 87, Ah oui, c'est vrai. où il rencontre son meilleur ami Corey M, tous deux stars d'Hollywood, idoles des adolescents, qu'on va appeler ensuite les Two Coreys, avec qui il fera 2 films basés, enfin il fera plusieurs films, mais surtout 2 grands films basés sur leur duo, Listen to Drive et Dream a Little Dream en 88 et 89. Et je rajoute l'anecdote que JB nous a envoyé cet après-midi, puisque pour le rôle qu'il interprète dans les Goonies, Bagou a été casté Corey M aussi, qui devait l'avoir, mais qui ne l'a pas eu. Et en fait, ils ne se connaissaient pas à l'époque, mais après ils sont devenus méga amis, ils ont traîné grave ensemble. 89, année pendant laquelle il sortira aussi le film The Burbs, les banlieusards de Joe Dent. Super film. Ouais, où il donne la réplique à Tom Hanks et Carrie Fisher. Rendez-vous compte que tout ce que je viens de citer, il a fait tout ça avant ses 18 ans. Pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous aviez fait avant À 18 quel ans. moment ça part en couille Rien, moi. Et ouais, et Il a voilà. tout le temps un peu le même rôle quand même. Non ? Bah ouais, un peu turbulent, un peu sûr Ouais, de le lui. mec qui parle L'ado, trop, c'est ado super sûr de lui. Un peu bagarre. Ado sur deux, ouais, exactement. Et en fait, là, on se dit qu'il est au top de sa vie en apparence, tout lui sourit, il enchaîne les succès. Il a même une amourette avec une autre enfant star d'Hollywood, Drew Barrymore. Ah ouais, Ah, je sais ça pas. va pour Ouais, lui. Drew Barrymore, avec qui il se rend à la 61e cérémonie des Oscars. Donc, c'est le petit couple en mode à Hollywood. Ajoutons à ça que dès ses 12 ans, il devient pote avec la plus grande star de l'univers, à savoir Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai. Dont il dira par la suite Pote. que c'était finalement la seule personne qui l'écoutait, vu qu'à l'école, il était rejeté par son succès. Et évidemment, ses parents... et là, vous allez me dire, oui, ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh ben oui, ses parents. Eh ben, ils étaient tellement cool avec lui que Corey a demandé l'émancipation dès l'âge de 15 ans. S'étant rendu compte que son père avait profité de son argent et qu'il lui avait volé quasiment toute sa fortune, évaluée lorsqu'il avait 15 ans à $1 million, et desquels il restait 40 000. C'est souvent arrivé ça, parce que je crois que Macaulay Culkin c'était un peu la même chose. Et 40 000 $ qui ont couvert plus ou moins les frais du procès. Donc à 15 ans, bah, Non, c'est relou. tout ce qu'il a fait, tout ce que je vous ai cité avant, il a fait ah bah d'accord, ça a servi à pas grand chose. Ça rappelle une autre histoire d'enfant star dont on avait parlé ici à l'occasion de Terminator, Edward Furlong, dont la mère n'était là que pour l'argent et qui a eu les mêmes problèmes que Corey, puisque dès le début d'adolescence, il tombe dans la drogue dure. Voilà. Et là, c'est le début des ennuis, puisque résultat d'une vie, et écoutez cette phrase, j'en suis assez fier, résultat d'une vie à 100 à l'heure qui ferait tourner la tête de n'importe qui plus est si tu es mal entouré. C'est ça. Ok. C'est voilà, le cas de son ami Corey M aussi, puisque et ensuite, bon, c'est le début du naufrage, les deux, ils tombent dans la drogue à blinde. Même si en 90, il prête sa voix à Donatello des Tortues Ninja dans la série animée. Ah, Ouais. stylé. Franchement, son CV, en vrai, quand tu regardes, t'es là, mais incroyable. Ouais, il a quand fait même. plein de trucs cool. La carrière du gars par rapport à la notoriété qu'il a maintenant, c'est assez fou. Et alors, je te demandais tout à l'heure en off, je te disais, parce que forcément, les gens ont dû lui poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu d'histoire avec Michael Ben, Jackson en fait, parce qu'il alors- était jeune quand il l'a rencontré. Ce qu'il a dit à propos de Michael Jackson, c'est que en gros, c'était le seul qui l'écoutait
et qu'il était super pote avec lui. Le seul truc qu'il dit à propos de Michael Jackson, c'est que lui, il lui a rien fait, mais il était plus jeune que les petits qui ont témoigné dans le documentaire. Enfin, il était plus vieux quand il a traîné avec lui. Et surtout, il disait, le seul truc qui m'a tué psychologiquement avec Michael Jackson, c'est que il te prend, t'es son meilleur pote pendant 2 ans. Après, il te tèche. Après, il te lasse. J'avais lu ça. Et il te lasse et il t'arrache. Et voilà. Et en tout cas, au procès, il a dit qu'il avait rien fait, mais qu'il croyait quand même les gars, parce que bon, il y a un moment. Mais tu sais, j'avais vu le fameux documentaire qui était sorti sur M6 il y a pas longtemps où les 2 jeunes témoignaient sur les attouchements de Michael Jackson. Et justement, il parlait de ça. Il disait, ce qui était terrible, c'est qu'on savait que c'était mal ce qu'il nous faisait, mais il y a une dépendance comme ça qui se crée avec Michael Jackson où quand il te jette pour un autre enfant, bah t'es dégoûté, quoi. Alors que... Après, en lisant tout ça, je me suis dit, ok, mets-toi dans la tête de ce mec, quoi. Genre, il a un succès fou, c'est une star d'Hollywood. Il gagne plein de pognon, il sort avec Drew Barrymore, il est avec ses potes, il prend de la drogue, il a 13 ans. Il est dans la coke et tout. Et d'ailleurs, je me suis dit ça, d'ailleurs, il y a une vanne dans les Goonies qui est presque prémonitoire parce que quand il parle à la bonne espagnole, il dit, ouais, tu peux traduire. Il fait, ouais, alors la coke, ça se met dans le tiroir du haut, l'héroïne, ça se met dans le tiroir du bas, etc., etc. Et ça, c'est ça, 2 ans après, il tombe dedans, quoi. Bon, bref. Et juste pour appuyer ce que tu dis, il a rencontré Michael Jackson justement sur le plateau de tournage des Goonies, parce que Michael Jackson était fan du travail de Spielberg. Il a rendu visite au cast sur le tournage, et donc il y a des photos qui existent sur internet où on peut voir Michael Jackson sur le bateau avec tous les enfants des Goonies, etc. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Corey Feldman. Et tu vois, d'ailleurs, il y a une rêve, à Michael Jackson dans le film. Ah oui, c'est vrai, exactement. Michael Jackson est venu pisser chez moi. Et c'est vrai. Ah, mais oui, non, mais ça sent la c'est Choco qui c'est vrai, exactement. C'est réel. Exactement. Mais du coup, en fait, quand on voit son truc de loin, on se dit, ok, bon, après, en gros, c'est juste un mec d'Hollywood qui est tombé dans la drogue, qui a fait nimp, etc. Et en fait, quand tu penses à cette vie, et tu te dis qu'à 12 ans, t'étais pote avec Michael Jackson, t'étais sur le toit du monde, t'as fait les 3 films les plus gros du box-office, et qu'après, en fait, tes parents, ils te rejettent, que ton père, il t'a piqué toute ta thune, et que, bon, après, vous allez voir la suite. Parle plus. Mais vous allez voir la suite. Ouais, Michael te parle plus. Et en fait, donc après, en 90, il fait la voix de Donatello des Tortues Ninja, et on lui propose des rôles un peu moindres. Vous savez, c'est les films qui sont écrits en rouge sur Wikipédia. Donc en fait, t'as une liste de films en bleu, et après, t'as une liste de films en rouge, t'es là, oh, mais il y a plus d'indices. Il fait souvent la une des tabloïds, notamment parce qu'il sort avec une actrice pornographique du nom de Amber Lynn. Il se fait arrêter en possession de drogue, et il se marie ensuite avec l'actrice Vanessa Marcil, actrice de série qui joue dans Hôpital Central et Beverly Hills. Ah bon? Je sais pas si tu vois qui c'est. Je pense que c'est. Alors c'est pas une des personnages principales, une des personnages principaux. Un des personnages principaux. Ouais, bref. C'est la grand-mère. C'est une meuf qui sort avec David Silver à un moment, une brune. Alors bon, moi j'ai vu sa photo, je fais ah oui d'accord. Mais j'allais voir sur internet. Et voilà, et donc il se marie avec elle au bout de 7 mois de relation, puis il divorce en 93. En 99, il se lance dans la chanson avec son groupe Truth Movement. Bon, j'ai écouté, c'est une sorte de rock ska pop. Alors pour ceux qui sont intéressés, il y a 1372 fans sur Facebook. Ça vous donne à peu près la qualité du truc. Bref, rien ne va plus pour Corey, la gloire n'est plus au rendez-vous, et il va même se lancer dans la télé-réalité en 2003. Dans ce Surreal Life, en gros, c'est un manoir rempli de vedettes, mais des anciennes vedettes genre MC Hammer, Gabrielle Carteris, encore une meuf de Beverly Hills qui jouait Andrea dedans. Ah ouais. Vince Neil de Motley Crue et la playmate Brent Broderick. Bref, c'est vraiment pas la joie, et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'en 2010, son meilleur ami de toujours, Corey Haim, décède. Tragique perte pour Corey Feldman, qui va jouer ensuite, ça va jouer comme un déclic dans sa vie. C'est à partir de ce moment-là qu'il va dénoncer le réseau pédophile hollywoodien. C'est le pire empire, ta chronique. Ouais, bah oui, c'est toi qui m'as donné ça. Je vais y aller, moi, les gars, je suis désolé. Dont il aurait été victime avec Corey Haim, et ils ont été tous deux poussés dans une descente aux enfers. Alors, il affirme même que Corey Haim, il a été violé par Charlie Sheen. Alors oui. C'est sur le tournage de Lucas. C'est choc ce que tu nous annonces. Ouais, c'est choc. C'est moins bien que Michael Jackson, quand même. Ouais. Et en gros, il va écrire un livre en 2013 dédié à sa vie, son addiction, sa carrière, sa famille et son agression sexuelle par le proche de son père qui bossait avec lui à l'époque et qui lui aurait initié lui-même à la drogue. Donc en fait, tout ça, ça vient de tout début. C'est un enfer. Ça vient de tout début de sa vie. Bagou. Ouais, ça vient des Goonies. Sombre histoire. Et du coup, après, t'es là, genre, ah oui, d'accord, mais c'est pour ça que. En fait, bon, après, c'est l'enfer. Aujourd'hui, le pauvre Corey a une émission sur battlecam.com, une sorte de réseau vidéo live à la Twitch intitulé Corey's Angels Live. Il a aussi refait un album en 2016. Alors, il a un live de sa chanson sur YouTube. La chanson s'appelle Go For It. C'est très dur à regarder, parce qu'au début, il arrive avec une capuche, il commence à faire une choré à la Michael Jackson, justement. Et il chante accompagné de son groupe, qui sont des playmates déguisés en anges. Oula. Bref. Oh, putain.
Et la dernière phrase étant vraiment difficile de trouver une fin marrante à cette chronique. À toi, JB. Non, mais c'est une catastrophe. Franchement, j'étais là, ça m'a déprimé. Tu m'as déprimé avec ta chronique là. Mais non, mais Non, attends. c'était enrichissant. Non, mais Corey Feldman, vie assez incroyable quand même. Non, mais vie incroyable. Enfin, début incroyable. Et en fait, quand t'apprends enfin, tout ça, ça vient du tout début, quoi. C'est son père qui, en fait, toute son enfance gâchée par son père. Son père qui a bossé avec un mec qui l'accuse évidemment de l'avoir violé et initié à la drogue. Et du coup, tout ça, ça a engendré tout le reste, quoi. Je trouve ça fou. Alors qu'en fait, si ce mec, il est bien entouré avec tous les succès qu'il a eu, ça devient Une star de ouf. ça devient une énorme star. Et surtout qu'en plus, dans les Goonies, il avait une sorte d'aisance comme ça. C'est un peu celui qui est le plus oui. à l'aise dans les acteurs. Mais grave. Justement, transition toute trouvée. Quel Goonie étiez-vous enfant, Arthur? Si tu devais te référer à un des... Parce qu'il y a vraiment plein de personnages différents dans la bande des Goonies. C'était quel genre d'enfant, toi? Moi, j'aurais dit le perso principal. Ouais, Mickey. Mickey, ouais. Parce Ok. que timide, parce que pas sûr de lui, pas du tout à l'aise avec les meufs. Et je pense que ce serait ça. Ouais, j'étais un Mickey aussi, moi. Ouais. Aussi. J'étais Mickey. Toi, Ouais, Guillaume, t'étais quoi? Mickey, un mélange de Asthmatique un peu. Mickey et Bagou. Ouais. Non, mais un peu vanneur, un peu marrant, genre. Un peu. Je sais pas. Ouais, pas trop. Ouais, j'aurais dit ça, je pense. Aurélien, t'aurais été quel Goonie, toi? Ouais, Mickey aussi, pour le côté un peu genre, je sais pas ce qui se passe. Et ouais, un peu bagou, parce que j'ouvrais tout le temps ma gueule, en fait. Pour dire de la merde. Personne n'était data ici. Non, mais j'aurais rêvé de Data, je crois, un peu. Moi. J'aurais pu, moi. Tout le monde J'aurais avait bien des aimé, bêtes. ouais. J'aurais pu, mais je me suis dit, bon. Tout le monde avait. Et donc, t'es enfant un peu timide, Arthur. Enfant un peu timide, ouais. Qui a guéri, mais ouais, j'étais timide. Mais je suis toujours un peu timide. Après, tu fais semblant, t'en fais des caisses et tout, tu fais plein de blagues, mais en fait, t'es toujours un peu timide ou mal à l'aise, ouais. Réservé, quoi. Ouais. Alors, t'es né dans les années 80? 90, moi. 90? 91? Eh Et ouais. mais c'est un bébé, en fait. Ah ouais. Ouais. Donc, t'as grandi avec. On en parlait en off tout à l'heure. Hook, c'est aussi un de tes films préférés d'enfance. Hook, ouais, c'est vraiment. Même, j'ai 3 films, c'est Hook, Les Goonies, Last Action Hero. C'est les 3 qui se challenge Trop bien. dans mon cœur. Donc j'imagine que tu as été un peu biberonné au film des années 80 Ouais, quand tu grave. étais enfant. Et du coup, ça se ressent aussi un peu dans le film que tu viens de réaliser. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a une source d'inspiration qui vient directement des années 80 parce que ça parodie un truc que moi je regardais avec ma grand-mère qui s'appelait La Vengeance aux 2 visages. Exactement. Il y a aussi Santa Barbara, toutes ces séries-là. Ouais, Dallas, Ouais. Dynasty, toutes Côte ces séries. Ouest. Ouais. Donc tu peux nous dire le titre de ton film La Vengeance au triple galop. et donc fortement inspiré des années 80, 90. Complètement inspiré des soap opéras. On a vraiment essayé de singer tous les codes visuels, tous les codes de dialogue. C'est vraiment un hommage à toutes ces séries-là. Ok. Tu regardais quoi comme série quand tu étais Moi, je regardais, tu sais, comme je suis né en 91, c'était beaucoup Art les cœurs à vif, Ah, pas mal. Ah Buffy. oui, bien sûr. Buffy, et après Beverly j'étais Hills. pas très série, j'étais beaucoup ciné, moi. Ok. Mais ouais. Ouais, parce que nous on est un peu plus vieux. C'est vrai que moi je crois que j'ai commencé avec 21 James Street. C'était cool ça. Ah ouais. Ah ouais, c'était stylé, ça. Ouais. Ouais, non, on est vraiment plus. Un peu ghetto. Je regardais Starsky Hutch, Ouais, je regardais, ouais. C'est ce qui est. K2000. Equalizer. Moi, j'ai commencé avec Le Fugitif en noir et blanc. Ça c'est terrible. Non, mais attends. Moi, je regardais Papa Schulz. Moi, je regardais- Qui se souvient de ça? Bah, moi je regardais ça avec mon Trop bien, grand-père. Papa Schulz. Ouais, Mon et grand-père la était sorcière- fou de ma Papa sorcière Schulz. bien aimée. Ouais, moi aussi je Sur regardais la ça. 6. Ah ouais, moi aussi, je regardais. Et la petite maison de la prairie, bien sûr. Supercopter. Supercopter, bien sûr. Tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique, K2000. ouais. là là K2000. Tonnerre Ouais. mécanique, j'en pouvais plus. C'était Ça, fou ça, ces ouais. séries quand même. Bah ouais. C'était assez incroyable. Manimal. Animal. Alors, qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie? Ça sent le jeu, ça. Non, il n'y a pas de jeu. Ah, y a pas de jeu. Non, c'est juste un petit Pourquoi y a plaisir pas de jeu auditif. Oh. Non, il n'y a pas de jeu. Bah alors? Bah, écoute, non, mais c'est T'es déçu. Mais je vais vous raconter des petites histoires. Ah. Alors, qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie, et encore plus après avoir vu ce film, de trouver un jour un trésor? Ouais. Autour de cette table, personne n'a réussi, manifestement. Non. Mais ailleurs, certains ont réalisé ce rêve. Je vais vous raconter quelques petites histoires de trésors découverts aux 4 coins de la planète. Alors, je vais commencer avec ce que j'appelle les trésors de coups de chat. Parce que parfois, il y a des trésors de coups de chat dans la vie. Exemple, en Norvège, en 1908, un collectionneur achète un Van Gogh, mais lors d'un banquet, un ami lui certifie que c'est un faux. Alors, furieux, il le fout au grenier et le laisse prendre la poussière. Finalement, les années passent et en 1981, après sa mort, la maison est vendue à un type qui récupère l'ensemble en l'état, avec les meubles, etc. Il va au grenier, tombe sur ce tableau, ça l'intrigue, alors il le fait expertiser, et il s'avère que c'est finalement un vrai. C'est un Van Gogh. C'est le tableau intitulé Coucher de soleil à Montmajour, tableau qu'il a vendu ensuite pour des millions d'euros. Voilà. Mais non. Donc pendant des années, le type il s'est dit c'est un faux, c'est relou. Ce qui est génial, c'est son pote qui lui dit, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est clair. Non, mais Gilbert, te casse pas, c'est un faux. Je trouve que c'était la grosse Il l'a blague. foutu, il s'est vexé, il l'a mis au grenier, c'est Ouais, horrible. c'est juste pour faire genre il s'y connaissait, mais C'est il connaissait clair. que Le dalle. mec est rentré, il fait j'en ai donné une bonne à Gilbert. Et donc voilà, ce que ça s'appelle un trésor de coup de chat, n'est-ce pas? Ouais, bah, faut vraiment faire confiance à son pote, quoi, quand C'est même. magnifique.
Ouais, c'est vrai. L'histoire suivante est cool. Ça se passe encore dans un grenier, comme dans les Goonies finalement. Un couple achète une maison en l'état encore une fois et tombe sur une petite figurine dans le grenier, figurine qui représente un homme dans ce qui semble être un costume militaire. À première vue comme ça a l'air d'être une babiole. Alors la femme du type la fout à la poubelle, la figurine. Sauf que lui, ayant le nez creux, la récupère en lui disant attends, c'est bête, on va expertiser l'ensemble et puis on va voir quoi. Cette figurine est donc expertisée et l'expertiseur, je sais pas si ce mot existe. L'expert. Oui, l'expert, ouais. L'expertiseur. Si je peux me permettre. Autant avec ta grammaire tout à l'heure. L'expertiseur. Ça sonne pas mal l'expertiseur. Ouais, c'est pas mal. Très anglais. Très américain. C'est un nom de série. Un expertiseur. C'est clair. Ouais. Et donc l'expert, j'ai envie de dire l'expertiseur. Je suis très tenté de dire l'expertiseur. Et donc l'expertiseur leur dit, écoutez, il s'agit d'une figurine Fabergé datant de 1912 représentant le tsar Nicolas II. Il en existe seulement 50 dans le monde. Wow. Et déjà quand le mec te répond ça sent bon en général. Et là, l'expertiseur, j'ai écrit ça partout sur mon texte, donc je vais dire l'expertiseur. L'expertiseur est catégorique. Moi, je dirais que ça coûte 4 millions d'euros, cette figurine. 4 millions d'euros. Ouais. Finalement, cette figurine a été vendue 4,3 millions d'euros. Incroyable quand on pense que durant quelques minutes, elle a fini dans la poubelle, finalement. Mais c'est incroyable. 4,3 millions d'euros. Pourquoi ça m'arrive jamais? L'expertiseur, il est fort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des petits trucs comme ça, genre des petits trésors? J'ai une figurine de l'Undertaker, je sais pas si. Non. Oh ouais, non. Je sais pas combien ça coûte. Non, mais est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose comme ça, tu vois, genre un petit coup de chance? Moi, je sais qu'un jour, j'ai trouvé un billet de 50 francs. C'est ouais. Et j'ai une autre histoire aussi. J'ai une maison de campagne en Normandie et je jouais souvent avec mes figurines et parfois je creusais des trous dans la terre et je les mettais dessous avec mes G.I. Joe, etc. Et un jour, j'avais trouvé une montre sous terre, une vieille montre qui semblait dater des années 30-40 et je l'avais ramenée à la maison. Et je me souviens, mon beau-père m'avait fait voir ce que c'est, ça, bah attends, je la garde et tout. Putain, il l'avait gardé pour lui et tout. Et puis voilà, quoi, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Arthur, t'as déjà trouvé des trucs comme ça? J'ai pas trouvé, mais j'ai une histoire. Je vais vous raconter une belle histoire. Non, mais mon père, il va avoir des problèmes. Maintenant, je dis ça, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Il aura des problèmes, il finira en prison pour venger le papa de Corey Feldman. Mais non, il avait volé, je dis pas à qui, je vais pas dire, je vais être précis dans mon histoire. Il avait volé une statue à un type. Et on pensait que c'était une statue d'un sculpteur très célèbre, dont je tairai le nom pour pas qu'il ait de soucis quand même, parce que ça reste mon papa. Carrément, c'est Lupin le père là du coup. Et pendant des années, on s'est dit putain, mais ce truc, si on le fait expertiser, ça doit valoir extrêmement cher, parce qu'il l'avait volé à un gars qui avait un musée, machin et tout, bref. Ah ouais. Et en fait, non, mais c'est assez fou. Et tous les ans, je me disais mais il faut le faire expertiser, c'est pas possible, le truc ça représente en plus un artiste célèbre, il y en a pas beaucoup dans le monde. On faisait des recherches, on se disait mais ça doit valoir une fortune. Et en fait, on l'a fait expertiser genre l'année dernière. Et en fait, ça vaut rien du tout. Pendant 10 ans, on s'est dit attends, mais tu te rends compte quand nos parents vont mourir, on va récupérer cette magnifique statue. Ça vaut rien du tout. Je trouve ça génial. J'ai espéré être très riche très longtemps. Ça vaut même pas un peu d'argent Non, vraiment pas. C'est une copie de la copie, genre c'est vraiment nul. 10 balles. Donc voilà mon histoire. Très bien. Je vous laisse avec ça. Salut. Guillaume, t'as déjà trouvé des trucs toi? Bah non, je crois pas. Non, mais t'as déjà trouvé de l'argent au moins? Oui, je trouvais des petits billets, oui. Non, mais si, une fois j'ai trouvé 70 balles. Ah bah c'est pas mal ça. 70 € à la fin d'une... Triste trésor. Quand je travaille au divan du Monde, etc., à la fin de la soirée, les gens, ils payent des coups et ils laissent tomber de l'argent. Du coup, moi, je finis la soirée, les lumières se rallument, je trouve 70 balles. Et il y a un mec à côté de moi, il dit « Ah putain, c'est à moi !» Oh, comme par hasard. Et je fais « Ah ok !» J'étais prêt à lui rendre, il fait « Mais non, je déconne !» Du coup, j'ai fait « Ah ok !» Et du coup, je les ai gardés. 70 balles, ça fait plaisir. Tu sais ce que t'as fait avec ou pas, non? Bah, des petites courses sur moi je me suis acheté une statue qu'un mec m'a vendue là. Ça valait pas grand chose. Je les ai envoyés à Corey Feldman. Il est un peu en galère. Aurélien, t'as déjà trouvé des petits trésors? Moi j'avais un pote qui m'énervait fort, c'est qu'il trouvait tout le temps des billets par terre. Mais vraiment c'était genre énervant. Genre tu marches avec lui dans la rue, tu lui parles, le mec il regarde ses chaussures, déjà c'est pas sympa, et il trouve toujours un truc. Genre, ah putain, 20 balles. Genre, à un moment, je me demandais, je me disais, je suis sûr que ce con, il sait qu'on va marcher là, et il met des billets pour me foutre la rage, tu vois. Genre, il met un 20 balles, il met un 50 balles. Des fois, une fois, il avait trouvé 100 balles. Putain, la devant moi, je marchais avec lui et tout. C'est un trésor et là, de chatte. Je regarde, il fait, oh! Et vraiment, le billet était là. Je fais, c'est pas possible, 100 balles par terre, comme ça. Incroyable. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de David Gonzalez. Ça attaque bien. T'as une bonne ambiance. Un type qui travaille dans le bâtiment et qui en 2012 achète une maison dans le Minnesota. Cette maison a besoin de travaux, alors il abat quelques murs et derrière un de ces murs, il découvre des coupures de journaux, des vieux magazines, quelques livres et surtout un comic book Superman qui a l'air super ancien. Alors en voyant ça, son fils lui dit tu devrais l'emmener dans la boutique de comics à côté de la maison pour voir combien ça coûte. Le père s'exécute et là l'expert entre en scène et
Ouais, l'expertise, c'est vrai. En lui indiquant le prix de cette BD, tout simplement 150 000 €. Il s'agissait d'une édition limitée très rare datant de 1938. Oh là là, mais la chance, Ouais, franchement. c'est de la chance, qu'est-ce que je te dis. Mais moi, j'irai jamais de trésor comme ça. Eh ben, Moi, je trouve un pixou à 2 balles. Mais Celle-là, oui. celle-là, je l'aime bien. C'est l'histoire des valises vertes. Incroyable l'histoire des valises vertes. Dans l'Ohio, un couple achète une vieille maison construite dans les années 40, maison vendue encore une fois en l'état. Alors à l'intérieur, c'est un vrai bordel, il y a 1000 trucs accumulés avec le temps. Il termine par le grenier. Et dans le grenier, il remarque un truc assez bizarre, une valise verte un peu cachée, coincée sous le plafond. Alors, à l'aide d'une échelle, l'un d'entre eux récupère la valise verte avant de s'apercevoir qu'il y a une autre valise verte derrière. La personne redescend avec les valises, ouvre la première et à l'intérieur, un journal datant de 1951 et en dessous, plein de liasses de dollars, des billets partout. Le couple compte, il y en a pour 20 000 $. Ils ouvrent la deuxième valise et la même chose avec encore plus d'argent, 40 000 $. Donc 60 000 $ en billets de 100 En cash. dans les deux valises. Mais enfin, C'est Ben génial. voilà. mais c'était à qui? Qui oublie Bah, ça ça devait être au propriétaire, quoi. À mon avis, parfois, c'est des gens qui accumulent de l'argent et puis, tu sais, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de famille, je sais pas. Ils oublient. Et je sais pas, ils oublient le garde, ils veulent pas le laisser à la banque, je sais pas. Dans le journal, il est marqué ne pas oublier les valises. Il l'a mis dans la Ouais, valise, ce c'est con. Alors. Alors là, j'ai énuméré ce que j'appelle les trésors de coups de chatte, mais ailleurs, il y en a qui passent leur vie à chercher des trésors, souvent dans les fonds marins ou dans des cités perdues, dans une ambiance Indiana Jones. Exemple avec le projet Cygne Noir, Black Swan en anglais. En 2007, des chercheurs de trésors sont parvenus à localiser, après des années de recherche, un vieux navire espagnol, le Nuestra Señora de las Mercedes. Oh Ouais, c'est pas mal, hein. Hola, qu'est-ce que Navire coulé en 1804 par la marine britannique. Ce navire contenait plusieurs lingots d'or, lingots qui ont donc été retrouvés. Valeur du trésor, plus de 500 millions de $. Mais Wow. 500 millions de $. C'est en 2007, ça a été retrouvé. Notre prochaine histoire se déroule en 2009, en Angleterre. Un vieux chercheur de trésors, Terry Herbert, féru d'histoire, est persuadé après des années de recherche qu'un précieux butin se trouve sous un champ près de Hammerwich, dans le Staffordshire. Alors durant des semaines, armé de son détecteur de métaux, il traverse chaque mètre carré du champ dans l'espoir de trouver quelque chose. Et au milieu du champ, le détecteur s'emballe. Alors il va chercher une pelle et creuse sans relâche. Et à quelques mètres sous terre, il tombe sur le trésor qu'il cherchait depuis des années, des artefacts en or ayant appartenu à des nobles et des seigneurs. Butin qu'il a revendu 3,5 millions €. Oh là là, Et mais tu vois, le mec, toute sa vie, il a avoué sa vie à ça, à chercher ce trésor, il l'a trouvé, 3,5 millions €. T'as qui le Tranquille. champ? T'as lu le champ? Bah non, c'était même pas à lui en plus. Putain, il a pourri le champ du Mais il était à mec. personne. Ouais, c'est vrai. Et enfin, pour terminer, le plus grand trésor jamais découvert dans l'histoire, c'est tout récent, c'était en 2015, dans les profondeurs des Caraïbes. Durant des années, tous les chercheurs des trésors rêvaient de localiser l'épave du San José, vieux navire espagnol ayant coulé en 1708, surnommé le Saint Graal des épaves. Saint Graal, car ce navire transportait des centaines et des centaines de coffres de pièces d'or. Une équipe est donc parvenue à le localiser après des années de recherche. Estimation du butin, attention, 22 milliards de $. Mais Quoi non. 22 milliards, vous pouvez vérifier sur Google, 22 milliards. 22 Ils sont quoi allés 22 chercher- quoi Milliards de dollars. Donc que des coffres de pièces d'or. En fait, c'est un des plus grands trésors qui existait sur Terre. Waouh. Donc 22 milliards de $. Et alors, si certains d'entre vous Mais sont là, ils l'ont motivés... trouvé quoi? Ils l'ont trouvé, ça y est, c'était Mais c'est- 2015. et du coup, quelqu'un a gagné 22 Alors, milliards? Alors en fait, c'était Oh, en c'est une 2015, énorme ça a été équipe. rendu public en 2018, gardé secret pendant 3 ans. Et ouais, l'équipe se partage les 22 milliards, quoi. Mais 22 comment tu- milliards. Parce que Mais ils sont c'est combien des dans pièces. l'équipe? Ils sont combien? Parce que s'ils sont 22, déjà ils gagnent 1 milliard chacun. Parce que j'ai fait S, C'est pas alors mal, que ça. vous pouvez pas me la faire. J'ai pas cette info. Mais Est-ce que c'est le 22 communisme milliards, oui, aussi Arthur, tu disais Non, je me dis à qui tu vends des pièces d'or qui vont se dire tiens, je vais acheter ces coffres Bah, c'est de qui l'or. coûtent- Tu les fonds. Ah, c'est de l'or. Ouais, Ah c'est ouais. de l'or en fait. Donc tu Mais tu crois que tu les à qui fonds tu vends ces pièces d'or? Bah c'est de l'or. Ah c'est de l'or. Mais c'est des pièces d'or. Mais non, mais tu vas pas. Tu vois, je sais pas si ça a une valeur historique ou tu peux pas les fondre. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est une bonne question parce que certaines peuvent atterrir dans un musée. Bah oui, ouais, et c'est ça. D'autres Sa peuvent être place est dans vendues. un musée. Ouais, Indiana Jones, pardon. Alors, si 22 certains d'entre vous milliards. sont motivés à l'idée de trouver un jour un trésor, sachez qu'il en reste plusieurs qui n'ont encore jamais été découverts, comme le trésor de la flotte espagnole, un des plus grands trésors aussi avec le San José, le tombeau Qin Shi Huang, le trésor perdu de Thomas Bill ou encore celui du roi Jean. Dites-vous qu'au moment où je vous parle, des millions et des millions de dollars reposent quelque part sous l'eau ou sous terre. J'ai une question pour toi. Si tu gagnes 22 milliards, tu m'en donnes combien? Bon, déjà 1 milliard déjà. Oh bah c'est bien. C'est Bah, bien. c'est bien 1 milliard. T'es bon, là. Il me reste 21 des milliards. Ah bah 1 milliard avec plaisir. Bah, tu étais content Ouais. d'avoir 1 milliard? Bah qui n'est pas content? Oh il abuse. Là Ah il abuse Bah, t'es franchement. bien avec 1 milliard. quand 1 même, milliard, oh je suis bien. Bah, est-ce que tu j'ai- continuerais à travailler après, Est-ce qu'on continuerait les podcasts? Non, mais je sais que tu ferais ta star pour pas venir après. Je vais aller là. Ouais, je viens de gagner 1 milliard. Ouais, mais c'est bon, tu peux te déplacer quand même. 1 milliard, mon Dieu. 1 milliard, milliard. c'est C'est énorme. tellement impalpable. C'est fou 1 milliard. 1 milliard. Ça doit te rendre fou quand même. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi avec 1 Tu milliard? penses pas, je Là, pense. t'as 1 milliard. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'en ai aucune idée. Je sais même pas, tu vois. Oh, Arthur, tu fais quoi avec Moi, 1 je fais milliard? un film avec Corey Feldman. Premier rôle. Non, je Tu sais relances sa carrière. Qu'est-ce pas. que Ouais, je non, fais? c'est dingue.
Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le site Props, là, on ferait des ravages, là. Ouais, c'est clair. Je t'attends un truc comme ça. Ma maison, je pense qu'elle ressemblerait à la maison de Tom Hanks dans Big, là. Avec toutes ces Exactement. arcades et tout. Excellent. Aurélien, tu fais quoi avec 1 milliard, toi? Bah, je sais pas vraiment. Personne ne sait. C'est drôle parce que souvent, quand on pose cette question, les gens, ils savent pas quoi répondre. Oui, je pense que j'arrête de travailler déjà. J'achète une baraque à un endroit où on est à la cool. Moi, je pense que je continue à travailler quand même. Je fais des petites vacances. Bon, je fais des C'est vacances. énorme, alors. t'as fini le jeu de la vie, mais quoi. tu sais, quand Ouais, tu- c'est terminé. en fait, le truc, c'est que quand tu continues à travailler et que t'es aussi riche, les gens ils disent ouais, enfin bon. Ouais. Ouais, enfin, tu sais, tu peux être drôle et tout, ouais, enfin bon, il est blindé quoi. Tu sais, ça finit toujours par ouais, il est blindé toi. Oubliez, c'est déjà arrivé dans l'histoire un mec qui largue sa meuf ou une meuf qui largue son mec et le Bien lendemain, sûr. il gagne au loto. Mais bien Ah bah oui, ça 300 millions. Quel rêve. Ah, ça fait mal, ça. Elle fait, Est-ce que je la voulais personne récupérer revient mes affaires. Mais c'est sûr qu'elle revient, genre, j'ai Oublié les réfléchi. chaussettes. J'ai réfléchi, tout compte fait. Tout compte fait, t'es pas une merde. Oublie ce que j'ai dit hier. Il y a quelques semaines, un grand réalisateur nous a quittés, celui qui a réalisé le film qui nous intéresse aujourd'hui, Richard Donner. Richard Donner, c'est L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4, Superman, Lady Hawk, Maverick, Assassin, Complot, 16 blocs, mais aussi et surtout les Goonies, donc tournage qui l'a considérablement marqué, Aurélien. Tout à fait. Pour remettre dans le contexte, Richard Donner, il voulait être acteur au départ, ce mec. Ça a joué comme ça déjà, il voulait vraiment devenir acteur. Et après, il s'est fait les dents sur de la direction de séries télé. Il a fait énormément de séries télé, il en a fait 25 différentes. Et notamment Les Mystères de l'Ouest, notamment Kojak, notamment La Quatrième Dimension. Enfin, énormément de trucs des années 70-80. Donc, quand il arrive sur les Goonies, il a déjà l'expérience Superman derrière lui. C'est pour ça que Spielberg vient le chercher. C'est qu'il avait déjà réussi à faire un film très populaire et orienté un peu jeunes adultes, ados et enfants. Et surtout, il avait respecté le mythe de Superman. Donc, Spielberg s'était dit, waouh, chambé, faisons les Goonies avec lui, avec bien sûr l'histoire de Chris Columbus, qu'il avait écrit à la base pour l'Ohio et qu'ils ont transformé pour l'Oregon, comme tu disais, JB. Le seul truc qui n'avait pas trop capté Richard Donner, il a dit, ouais, génial, Spielberg, j'adore, c'est chambé, on va faire un truc sur les enfants, enfin, sur les ados et tout, avec des petits bicross, ça va être génial. Et là, il s'est dit, ouais, mais en fait, c'est des enfants, en fait. Et là, il expliquera que c'était son expérience de tournage la plus difficile de l'histoire, parce que, en fait, tu les prends un à un, ils sont géniaux, mais tu mets une bande d'enfants sur un set et tu essayes de les faire jouer, en fait, c'est quasiment impossible. Il disait, genre, je passais mon temps à essayer de trouver des astuces pour rendre le jeu juste un jeu, en fait. C'est-à-dire que ce soit pas de l'acting, mais juste du gaming, finalement. Donc déjà, il y avait un réalisateur, je sais plus lequel, je suis désolé, mais qui avait dit le pire tournage, c'est sur un bateau avec des enfants et des animaux à l'intérieur. Parce que les 3 choses les plus compliquées à filmer, c'est des enfants, les animaux et sur Et mer. l'eau, en fait. Ouais. et bah là, je crois qu'il avait presque tout, hein, le Richard. Ouais, c'est vrai, il y a l'eau. Il s'est tout mis. Parce qu'il y avait, il devait y avoir normalement une énorme pieuvre qu'ils n'ont pas mis, mais Ouais. au final. Et cette scène existe. Ouais, apparemment. D'ailleurs, ils en parlent dans le film. J'avais vu ce truc. Ouais, Ouais, il faut une rêve dedans. Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était un mytho du petit parce que les Ouais. petits ils inventent. En fait, à la fin, pour remettre dans le contexte, les Goonies sont récupérés, et puis il y a les parents qui arrivent et il y a Data qui dit ouais, il y avait une immense pieuvre et tout, et or on la voit jamais cette pieuvre Ouais. dans le film. Donc on se dit ils ont Moi, extrapolé la chose. Et tout Sauf ça, qu'en ils fait, rajoutent des trucs. cette scène, elle a été tournée, et donc ils disaient vrai, c'était pas un mytho dans la Ouais. version si la scène avait été ajoutée. Ah bah, à Skip, il y avait même une chanson, et la chanson, ça devait être une chanson sur la pieuvre. Ah ouais. Et ils ont été obligés de la zapper. Au final, ils ont mis Cyndi Lauper à la place. Pourquoi ils Bref, ont enlevé la digression. Bon, c'était mal Apparemment, fait. ça tenait pas. Ouais, les effets spéciaux, ça plaisait pas. Donc. Et j'ai vu la scène, ils ont bien fait de l'enlever, elle est trouvable sur Google. Ah ouais. Et ça fait un peu cheap. C'est cheapos Et par surtout, rapport à un ça truc. change de l'ambiance du film parce que le film est assez réaliste finalement, entre Ouais. guillemets. Et d'un coup, il y a un truc un peu fou avec une pieuvre géante comme ça. C'est pas quand ils sont dans l'eau. Exactement, Je sais pas si C'est je juste crois que je l'ai vu. avant, Ouais. c'est juste avant c'est un peu l'arrivée cheapos. du bateau, en fait. Mm. Et justement, dans les astuces que Richard Donner mettait pour essayer de garder le focus des enfants, déjà, ils ont tourné tout dans l'ordre du film, ce qui se fait jamais d'habitude. Toutes les séquences étaient dans l'ordre pour que, en fait, ça crée une sorte d'émulation et que les enfants aient l'impression de, eux aussi, faire la quête du trésor. Et il essayait que les enfants ne voient jamais, en fait, les acteurs ou les trucs qui allaient arriver avant que ça arrive dans le film. Donc, par exemple, le bateau est resté secret jusqu'au moment où ils ont filmé la scène. Parce que Richard Donner voulait que ça soit genre une surprise pour eux et qu'ils le voient, comme toi tu disais Guillaume, genre quand le bateau il arrive, truc de fou quoi. Ouais. Et ils se disaient comme ça, il y aura pas besoin de leur faire jouer la surprise, ils vont juste avoir ça, tu vois. Sauf que ils lancent les caméras, ça tourne. Et là, ils sont tellement surpris que, apparemment, Josh Brolin balance des insultes. Genre, motherfuck! Et donc, ils ont dit, mais non, on va pas la garder, celle-là! Donc, au final, ils ont été obligés d'en faire une deuxième, et celle qu'on voit dans le film, c'est la deuxième prise.
mais c'était la deuxième fois qu'il voyait le bateau, il l'avait pas vu du tout de tout le film en fait. Et ils ont essayé de faire ça tout le temps parce qu'ils disaient sinon c'est impossible de les focus tous en même temps sur un seul truc. Donc il avait un délire qui m'a fait trop rire. Apparemment ils avaient un mot de code. Parce qu'en fait, sinon, ils faisaient tous leurs petits dialogues entre eux, c'était le bordel, etc. Et quand ils voulaient un moment dramatique et une surprise, il avait un nom de code, c'était Big Eyes. Et genre, en gros, il arrivait vers la caméra et quand il voulait un moment où ils faisaient tous une tête, genre, waouh, et ben en fait, il faisait Big Eyes, Big Eyes. Et là, ils se regardaient tous et ils faisaient waouh. Et donc, les photos que t'as où ils sont tous en train de faire des têtes cheloues, c'est parce qu'il y a Richard Donner qui est derrière et qui fait Big Eyes. Et il avait plein de tricks comme ça pour essayer de garder ce qu'il disait. C'est le tournage qui m'a vraiment le plus fatigué. Aussi parce que ils ont pas mal changé le scénar au fur et à mesure et c'était un peu. Il y a beaucoup de gens dans le tournage qui sont en fait des gens, des techniciens. Donc des fois il y a apparemment le mec du FBI mort, c'est un cascadeur. Il y a genre à la fin quand il y a les parents, c'est les vrais parents des enfants, mais il y a aussi genre à un moment tu vois Richard Donner en flic, tu vois un chef opérateur qui se retrouve à être ils ont comme ça un peu composé tout en même temps. Ce qu'ils disaient quand ça allait, fallait filmer sur le coup parce que en fait garder des enfants dans un focus aussi rapidement c'est impossible. Donc t'es obligé de tout le temps improviser et trouver des façons de raconter ton histoire sans que ça prenne trop de temps et que tu gardes l'énergie qui est en place. Et il dit que c'est le tournage qui l'a le plus crevé de l'histoire et qu'il le referait jamais, sauf qu'il a eu une connexion incroyable avec les enfants, ils sont restés très très potes après. Il y a une anecdote qui est marrante, c'est donc dernière semaine de tournage, Spielberg, juste après Richard Donner est censé partir dans les Caraïbes en vacances, c'est le tournage, il est crevé le mec, dernière semaine, ils ont quelques séquences à finir, il retourne quelques trucs et Richard Donner dit c'est trop bizarre, ils sont tous froids avec moi et tout, alors qu'il y avait une super ambiance sur le plateau, tout le monde était hyper cool, ils se faisaient des petits défis, d'ailleurs il y avait le défi que tu m'as envoyé JB, genre c'était quelle actrice, Martha Plimpton. Voilà, Martha Plimpton qui avait fait un petit défi avec un pari avec Richard Donner comme quoi elle arrêterait de se ronger les ongles. Et Richard Donner a fait ok, ça pas de problème, je te file, je sais plus, une somme d'argent si jamais tu arrives à le faire. Et ils se sont retrouvés 25 ans après, là, pour la réunion. Et elle avait vraiment. Non, c'était pour les commentaires du DVD, donc quelques années après. Et elle avait vraiment arrêté de se roncer les ongles, donc il lui a filé de l'argent sur le tournage de ces commentaires. Donc ils avaient vraiment créé une bande. D'ailleurs, tu le vois dans la réunion là, qui a eu lieu en 2020. D'ailleurs, il y avait encore Richard Donner, c'est assez cool. Tu vois qu'il y avait une ambiance particulière sur le plateau. Donc il comprenait pas pourquoi la dernière semaine de tournage, tout le monde lui faisait un peu la gueule, tout le monde était assez froid, il se disait bon, c'est parce que c'est la fin de tournage, peut-être les gens ils sont. Mais il disait c'était surtout sur moi en fait. Donc il fait je comprenais pas, il y avait vraiment, même les dernières séances, il y avait une sale ambiance, tout le monde s'est barré en scred, c'était bizarre. Et en fait, Spielberg, il avait monté le truc dans le dos de Richard Donner et il avait créé une surprise pour que tout le monde vienne sur le lieu de vacances de Richard Donner. En fait, je me dis, c'est une bonne surprise, mais ça se trouve, il en avait ras-le-bol de voir leur gueule, il était vénère. Et genre, le jour, 2-3 jours après le début de ses vacances, il y avait en fait tout le cast surtout les kids et quelques autres qui étaient en bas de chez lui, dans ce truc des Caraïbes, avec Spielberg pour fêter la fin du film et le remercier d'avoir été exceptionnel. Ils ont kiffé, ils ont passé un peu de vacances ensemble. Après, il était content qu'il se barre, je pense. Mais en tout cas, il en a parlé, il disait, ouais, ils m'ont refait une blague, ils m'ont fait une surprise et en fait, ils m'ont fait la gueule pendant une semaine pour que la surprise soit plus cool, quoi. Donc, bête d'expérience, lui, mais il dira toujours en vrai, même dans les commentaires, à chaque fois, il dira, c'est sûrement le truc le plus compliqué de diriger des enfants. En fait, il faut toujours que tu gardes un certain jeu et un focus autour du fait qu'ils sont ensemble, sinon c'est absolument impossible à faire quand on a plus de deux, quoi. Ok. Arthur, est-ce qu'il y a des films comme ça qui t'ont donné envie de devenir réalisateur? Ça vient d'où cette vocation? C'est tous ces films-là, moi, des années 80. Après, c'est très dur à mettre en place de se fantasmer un Goonies aujourd'hui ou un Last Action Hero, un Hook, parce que c'est des films qui coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Mais c'est tous ces films-là qui m'ont fait rêver, voyager. C'est vraiment toute cette culture de film aussi, mais qui est impossible à refaire, donc je referai jamais des films comme ça. Aurélien, justement, il disait que Donner avait dit que c'était le plus compliqué pour un réalisateur que de tourner avec des enfants. Toi, dans ton expérience de réalisateur, là, jusqu'aujourd'hui, c'est quoi les trucs les plus compliqués que tu as eu à rencontrer? Là, sur La Vengeance, on a eu un truc, mais ça allait, c'était avec des chevaux. Okay. Donc c'est pas évident parce que c'est du calage, faut qu'il soit au bon endroit, faut pas qu'il y ait trop de monde, c'est pas évident. Après on a trouvé une astuce parce que
Audrey Lamy, elle était enceinte pendant le tournage. Et on m'a dit, on avait des scènes à cheval à faire, avec une cascade, avec une chute à cheval. Et donc, avec une comédienne qui ne peut pas monter sur un cheval. Donc, moi, j'étais en train de me dire, OK, comment on va filmer ça ? Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et en fait, on a trouvé une astuce rigolote, c'est qu'on a fait semblant, on a fait faire semblant aux comédiens de faire comme s'ils étaient sur des chevaux, mais on filmait que jusqu'à la poitrine. Donc, on leur a donné des rênes et ils faisaient vraiment comme s'ils étaient à cheval. Donc, on a trouvé des petites astuces comme ça. Et puis, d'ailleurs, on s'est vachement... Tu vois, pendant qu'on faisait la prépa avec Alex, j'ai dit, mais comment on va trouver ? Et on se parlait beaucoup de l'anecdote aussi de Spielberg, tu sais, dans Les Dents de la Mer, où je crois que c'était le requin qui fonctionnait plus. Ouais. Et il a trouvé l'astuce avec l'arpon et les comment on appelle ça ? Les bidons. Ouais. Où le requin, ils l'ont perforé avec l'arpon. Et donc, du coup, on voyait que les bidons bouger. Donc, il a déplacé le problème sur les bidons en jouant le hors-champ et tout. Donc, c'est hyper malin. Ouais, d'ailleurs, Spielberg avait dit que ça l'avait obligé à imaginer des idées de mise en scène différentes parce qu'on pouvait pas montrer le requin. Et finalement, ça a servi le film parce que la crainte et l'angoisse, on la voit pas, quoi. Ouais, et il joue sur le hors-champ, du coup, ce qui est génial pour de l'horreur, quoi. Mais c'est trop bien de bidouiller, en fait. C'est ça qui est chouette. Ouais. C'est de la contrainte, elle te permet de créer, de trouver des nouveaux trucs qui parfois sont plus drôles que si t'avais pu avoir un faux cheval bien fait et tout. C'est chouette. Arthur, je t'ai un peu toisé du regard tout à l'heure quand t'es arrivé. Et en te regardant, je me suis dit, lui, il adore les infos croustillantes. Je me trompe ou pas ? Non, t'as bien fait. Ouais, tu vois, c'est ce que je me suis dit en te regardant tout à l'heure. Alors, on va commencer par la meilleure anecdote. Vous vous souvenez tous de la fameuse carte au trésor que les Goonies trouvent dans le grenier ? Eh bien, cette carte a été offerte à Sean Astin après le tournage, Mickey donc. Et après quelques semaines, en faisant le ménage dans sa chambre, sa mère la jeta à la poubelle en pensant que c'était un vulgaire prospectus. Elle fait mal cette anecdote, hein. Mais je connaissais cette anecdote. Poubelles, là. Oui, c'est vrai. Elle est dans le livre sans film, sans histoire. Ah, il y a un livre sans film sur l'histoire. Je l'ai récupéré. Pour ceux qui n'ont pas acheté le livre. Ça donne envie de l'acheter. Vous vous souvenez le moment, celle-là il n'y est pas, les autres n'y sont pas. Il y en a quelques-unes qui, oui, quand même, j'ai pas fait le bâtard. Il fait sa promo sur toutes les anecdotes. On va retrouver mon anecdote sur l'histoire. Vous vous souvenez, à un moment, les Fratelli se disputent dans le vieux restaurant, ils reviennent avec une pizza et un des frères balance une part dans la gueule de l'autre. Bref, quelques instants plus tard, la mère met une grosse torgnole à l'un des frères. On s'en souvient, bien sûr. Énorme torgnole. Eh bien, énorme torgnole, Guillaume, bravo, parce que cette baffe est réelle. L'acteur avait demandé à la mère de le frapper le plus fort possible. Donc en fait, la baffe qu'on voit à l'écran, il s'est pris vraiment une grosse baffe. Et hier, je me suis dit en le revoyant, il y a un des deux frères, celui à lunettes, qui joue dans Les Sopranos après. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui fait le beau-frère de Et Tony je Soprano. crois même que un des frères Fratelli, tu parlais de la Section Hero tout à l'heure, Arthur, il joue dans un film d'action qui est Die Hard. Il me semble qu'il joue un des personnages du FBI dans le premier Die Hard avec Bruce Willis. Mais je serais curieux de revoir la gifle, parce que je crois que... Il en met deux, mais je crois qu'elle lui en met une, mais en plus un peu dans le cou. Ouais, si on regarde bien, je crois qu'elle est un peu pas trop maîtrisée. On lui a dit frappe fort et elle a fait une en haut et une en bas et à côté de la cheminée. Et un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que Arthur, tu disais que tu avais vu le film en VHS, pareil Guillaume, toi aussi. Et moi aussi, j'avais le film en VHS, donc chez ce cousin de ma mère. Et il y a un truc aussi qui était drôle, c'est que je regardais ce film que de cette façon-là, et je me souviens parfaitement du moment où arrive la pub. C'est-à-dire que le film, je l'ai tellement vu, et il y a une scène où on voit Choco qui est foutu par les Fratelli dans le coffre de la voiture, et là il se retourne et il voit qu'il y a un cadavre dans le coffre, et il se met à crier. Et c'est là qu'il y avait la coupure pub, et c'était une pub mousseline. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est fou. L'énorme bateau, attends, c'est exactement l'anecdote que t'as balancée, tu vois. Ce que je vais rajouter sur le bateau, qui découvre le bateau pour la première fois, j'avais prévu cette anecdote, mais ce que j'ai rajouté, c'est que après le tournage, Richard Donner offrit le bateau à quiconque voudrait le récupérer. Évidemment, personne n'a dit oui, vu la taille, il a alors été démantelé. C'est fou, si quelqu'un avait dit OK, il aurait récupéré le gros bateau. Si faut voir la place. Si Guigui il avait 1 milliard, il l'aurait pris direct. Avec 1 milliard, tu le mets dans ton port. Oui. Je reviens sur la fameuse carte au trésor. Le type qui a créé cette carte, Michael Riva, n'était pas satisfait de l'apparence de la carte le jour où il fallait tourner la première scène avec. Alors dans sa chambre d'hôtel, il l'a vieillie et salie en versant du café dessus et surtout en la tachant de son propre sang. Et c'est vrai que quand on regarde l'arrière de la carte, il y a des taches de sang un petit peu, c'est le sang du type qui a créé la carte. Voilà. Et ça finit à la poubelle. Bravo. Imaginez combien elle coûterait cette carte aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Vous vous souvenez de la fameuse scène où Choco pleure devant les Fratelli qui le menacent de lui broyer la main dans le mixeur ? Oui. Ouais, Choco. Eh bien, pour parvenir à pleurer, l'acteur qui incarne Choco a imaginé sa mère en train de mourir, tout simplement. Ok, sympa. Enfin, un faux badante un peu comme ta chronique. Non, elle est vraiment drôle cette scène. Où il dit que des trucs nuls. Et avec la moumoute. Ouais, j'ai fait du faux vomi, j'ai vomi sur des gens au cinéma. C'est vrai qu'elle est culte. Je crois qu'il dit, je voulais faire du piano, je voulais apprendre le piano. Il dit un truc comme ça, je sais plus ce que c'est exactement. Non, ouais, je joue du piano parce qu'il lui menace de broyer sa main. c'est de lui broyer la main. Autre info croustillante. À la fin du film sur le bateau, on peut apercevoir Sinoc avec un t-shirt Superman, clin d'œil direct de Richard Donner, qui a donc réalisé Superman. Et ça, c'est un truc, vraiment, je m'en étais rendu compte très longtemps après, alors que c'était évident. Tu vois. Ouais, moi aussi.
Lorsque Choco appelle la police avec Sinoc afin de signaler les Fratelli, le chef de la police lui répond un truc du genre mais oui, c'est comme la fois où tu m'as appelé pour me dire que les petites créatures se multipliaient après minuit au contact de l'eau. Une référence claire aux Gremlins, film écrit par Chris Columbus qui est aussi le scénariste des Goonies. Donc ça fait plaisir sur C'est beau gosse. Hein. sur ce dialogue-là. Une info que j'ai trouvé mind blow, le petit emoji avec le cerveau qui explose là. Ça n'a pas vraiment de rapport avec les Goonies, mais un peu quand même. J'ai appris que le père de Sean Astin, c'est John Astin, et John Astin, c'est Gomez Adams dans la vieille série de la famille Adams. Ah bon, Je trouvais ça fou. Ouais. Je trouve ça Et donc le père de Mickey, c'est Gomez. C'est Trop la bien, famille ça. Adams. C'est mind blow un peu. Ah, c'est vrai. Là, je suis bleu. Vous avez prévenu, là, le cerveau là, ça explose. Alors s'il y a un nom qui est culte, qui ressort des Goonies, c'est bien Chester Copperpot. Bien sûr. Chester. C'est culte ce nom, Chester. D'ailleurs, J'adore. c'est un truc que je trouve génial, c'est que les scénaristes, ils arrivent toujours à inventer des noms comme ça incroyables. Genre Chester Copperpot. Eh bien, Chester Copperpot, on voit juste sa photo sur une coupure de journal, mais qui est vraiment ce type que l'on voit sur le journal ? Eh bien, c'est un acteur américain nommé Keenan Wynn qui a joué des petits rôles dans plusieurs films, dont Docteur Feu l'amour de Stanley Kubrick. Ah, bah, Et ça. finalement, Chester Copperpot, il est culte, mais il a juste sa photo dans le journal, quoi. Et enfin, dernière info, l'histoire des Goonies a été imaginée par Steven Spielberg avant d'être développée par Chris Columbus, donc, et tu en parlais un peu tout à l'heure, Aurélien. Pour écrire, il a repensé à son enfance dans l'Ohio, car avec des potes, ils allaient souvent à l'intérieur des mines et d'usines désaffectées dans l'espoir de dénicher des trésors. D'ailleurs, l'intrigue des Goonies aurait dû se dérouler dans l'Ohio, mais le film a finalement été tourné dans l'Oregon, à Astoria. Voilà. Bravo pour ces anecdotes. Ouais, ça c'est extrêmement magnifique. croustillant. Moi. Oui, justement, j'avais demandé, et effectivement, ça Ça laisse. croustille, c'est super. Bah, Et j'avais vu sur eBay qu'on pouvait acheter des bouts de la maison aussi. Exactement, mais apparemment, il y a du fake là-dedans. C'est que j'ai failli tomber dans ce fake-là. J'ai voulu m'acheter des bouts de maison des Goonies. Et il y avait un forum de gens qui disaient ce mec-là, c'est un arnaqueur, c'est juste des bouts de bois qu'il y a chez lui et tout. C'est Ouais, bon, bonne arnaque. Hein. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça. C'est un bon expertiseur, je pense. Après, quand tu l'achètes et que ça vient de Paris, t'es là, bon, c'est un peu bizarre. Hein. C'est toujours dur à justifier ce genre d'achat, je trouve, avec des potes. C'est de dire, c'est un bout de la maison des Goonies. Les gens qui sont pas trop dans le ciné, ils sont Non. là, ok, bon. Ouais, J'ai failli acheter un bout de la queue dans Hook, du crocodile. Et quand j'ai dit à ma meuf que j'allais acheter ça, j'ai eu un regard, je me suis dit, ok, c'est une très mauvaise idée. Je connais ce Faut regard. acheter. Je possède un bout de bois de la porte de Seinfeld, la série. Donc, voilà. Et je suis content de ce bout de bois. Hein. Ah oui. J'en suis Tu vraiment le heureux. regardes souvent et tout. Bah, je l'ai, je me dis, c'est le bout de bois de la porte de Seinfeld, je suis content. Ça tue. C'est vrai. On approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Arthur, le dernier film que tu as vu au cinéma. Je crois que c'était le discours de Laurent Tirard. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et alors, ça raconte quoi ? Et oh là là, le pitcher, c'est très dur. Mais c'est un type qui doit faire un discours au mariage de sa sœur, je crois, si je dis pas de Mais bêtises. c'est Fab Caro Ouais. qui a écrit. Ouais. Et c'était vraiment super, j'ai adoré. Ah, mais c'était pas une pièce de théâtre avant ça, le discours ? Je crois. C'est un livre de Fab Caro à la Ouais. base, en tout cas. Ok, très bien. Qui est adapté par Laurent Tirard. C'est très très chouette. Le dernier film que tu as vu via une plateforme ? Via une plateforme, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Vincent, François, Paul et les autres. Si je dis pas de Claude bêtises. Sautet. Claude Sautet, ouais. Quel Sur film. Netflix. Stylé, ça. Formidable. Incroyable le film. Ouais. Et Michel Piccoli, incroyable. dedans. Ouais, dingue. La scène avec le gigot, elle est folle. La dernière série que tu as regardée ? Squid Game. Ah Pour ouais. tout le monde. Bah alors, on en Allez. parlait dans le dernier C'est vrai podcast. Ça y J'arrive est, pas. je l'ai regardé en entier. Ah, J'ai t'as failli regardé pleurer, moi. Hein. J'ai failli pleurer. J'ai Je regardé. me suis fait choper complètement. L'épisode des billes. La scène des billes, vraiment, j'ai failli chialer. L'épisode. Pourtant, je suis très des billes. difficile. Attendez, me spoilez pas trop parce que finalement vous me chauffez un petit peu. Ah, tu l'as pleures les billes. Tu l'as Non, pas je l'ai vu mais tout le monde l'a vu là Ah oui, autour de faut la le table. regarder. Eh ben, j'y suis allé en me disant, allez Netflix, je connais vos ficelles, allez-y. Et en Ouais. fait, c'est vraiment super. Ah ouais. Bah ouais, moi j'étais là, Super je bien. résiste au buzz et tout, puis finalement, bon. Non, mais il y a pas un truc de Risto Buzz, mais j'ai l'impression que sur Twitter tout le monde parle de Squid Game vraiment tout le temps. Et il y a un truc où quand ça en parle trop, ça me démotive de regarder. Oui, mais moi aussi. Mais sauf que là, je me suis dit, bon, allez, regarde le premier épisode. Et franchement, la dernière scène du premier épisode, j'ai fait, ok, bah, je vais peut-être Voilà, regarder la c'est suite. super. Ouais, c'est C'est vraiment super. bien. Ça Très tient en bien. haleine, hein, franchement. Eh ben, je Bien vais fait. peut-être me laisser tenter, Guillaume. C'est court en plus. La dernière chanson que tu as écoutée, Arthur. Je crois que c'est un groupe. Alors, le morceau, je pourrais pas te dire, mais j'écoute beaucoup le groupe Bread. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Eh non, là, je vous surprends. Ouais, C'est un ouais, groupe des ouais, années c'est vraiment 70. On est surpris. Un groupe C'est- des années 70. Ouais, c'est de la folk, un peu rock, années 70, très cool. Je vous Ok, conseille. comme Il y a il y a un Comme- cœur. Il y a un cœur Exactement. sous cette carapace. Bread, ouais, t'as vu ça. Le dernier livre que tu as lu. Livre, mais je crois que c'est, je vais être corporate, je crois que c'est le livre d'Alex Lutz, Le radiateur d'appoint, Très bien. Qui raconte. qui raconte, c'est le point de vue d'un radiateur d'appoint qui est livré dans une. D'ailleurs, il veut l'adapter en film, tiens.
qui est adapté, qui est envoyé dans un espèce de grand entrepôt type boulanger ou un truc comme ça. Et en fait, il est acheté par plein de gens. Je vais très mal le pitcher, il va me défoncer. Mais et en fait, il se trouve qu'il est envoyé chez une vieille dame et il y a un petit défaut sur le radiateur et le radiateur prend feu et cette dame a un accident. Et c'est un peu chronique sur tous les personnages qui gravitent autour de cet événement-là. Voilà, c'est très mal pitché. Ça a été bien pitché, les mecs? Non, ça donne envie, ça tient en haleine. On n'a rien compris. Non, le bouquin est super, franchement, je vous le conseille. Il y a un feu, il y a un radiateur qui prend feu. En plus, t'as dit la radiateur. En plus, c'est vrai, merde, il va me tuer. Vraiment pas un expertiseur des radiateurs. C'est un excellent livre. Moi, j'ai l'impression des que trucs c'est subliminaux. Fire, mais bon. La dernière BD ou le dernier manga que t'as lu, c'est en lit? BD, c'était Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux. Très bien. Bagieux ou Bagieux? Bagieux, je sais jamais comment on dit. Bagieux. On l'a reçu ici, on a dit Bagieux, elle s'en est pas offusquée. Bagieux, oui. Bagieux alors. Pardon Pénélope. Tu t'es loupé sur le nom de Pénélope aussi. Ça piche pas bien. Bon, d'accord, je vais vois le genre. pitcher le nom de Pénélope. Le dernier objet culturel que tu as acheté, et je suis curieux parce que t'es du genre à vouloir acheter des bouts de bois de la maison des Goonies. Et je crois que, et tu le sais très bien, je crois que c'est un gobelet de Hook promotionnel Pepsi des années 90. C'est ma gorge qui a fait ce bruit-là. Quel prix? Quel est le prix? C'était pas si cher, je crois que c'était 50 €. C'est quand même un petit billet, on se le cache pas. Ouais, c'est vrai que ça me fait En fait, tu sais, dans notre monde, là, on dit c'était 50 €. Ah, c'est pas mal. Non, c'est un petit billet. Pour quelqu'un, tu dis c'est un gobelet en plastique avec écrit Hook. Il fait non, mais t'as payé ça 50 €? Nous, on parle en expert avec les frais de douane, les frais d'envoi. Ouais. Derrière, ça gonfle. Ouais, j'étais très content, il est chez moi exposé. Tiens, d'ailleurs. Tu bois dedans ou pas? Jamais, il est exposé vraiment comme une statue. Ouais, moi aussi j'ai des gobelets, je bois pas dedans, je les garde en mode précieux. Alors que c'est un gobelet McDo de 82. Ma crainte, c'est que ma meuf le mette au lave-vaisselle, par exemple. Ça me terrifie. Aïe. Ça enlèvera un haut. Qu'est-ce que t'as comme petit bijou de collection comme ça? Parce que t'as l'air de posséder quelques trucs quand même. J'ai pas énormément de trucs parce que je suis un peu bridé. Je dirais pas à cause de qui, vous avez compris. Non, j'ai beaucoup de t-shirts promo. D'ailleurs, j'en ai un de Hook sur moi, je crois, tiens. Et là, en ce moment, tu portes les gens ne le voient pas forcément, mais tu portes un sweat. Un sweat Disney vintage. C'est mes recherches vintage. J'ai des très grandes recherches vintage. C'est movie vintage et Disney vintage. Et NBA. On a un peu les mêmes recherches. Ouais. Très cool. J'ai ça, j'ai une belle figurine en édition limitée de Michael Jordan. Mais ça, c'est complètement autre chose. Pas mal. Ça, c'est très chouette. Et enfin, l'artiste que tu scrolles un peu sur Insta, enfin le dernier artiste que tu as suivi sur Insta, que tu as bien scrollé un peu. Bon, il y a plein de gens, ce serait dur. Je dirais Gigi Pop, je sais pas si vous le connaissez. Super artiste. Non, Laura Felpin. J'aime beaucoup en musique Tessa B. Je sais pas si vous voyez qui c'est, super. Qui d'autre? Je peux dire Lison Daniel, Les Caractères, toujours bien. Elle a écrit avec nous, je la trouve brillante. Eh bien, Arthur, merci. Merci les amis. Ce podcast est désormais terminé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Mon actu, il y a le film qui est sorti. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler parce qu'il y a un gros casting quand même. La Vengeance au triple galop. Il y a un très gros casting. On a Alex Lutz, j'accorche le nom, le bouquin. Putain, ça part bien. Alex Lutz, Audrey Lamy. On a Karine Viard, Marion Cotillard, Guillaume Gallienne, Leila Bekti, Izzy Aigelin, Gaspard Ulliel. J'en oublie sûrement énormément. François Civil qui est incroyable dans le film. François Civil, j'ai trouvé très très bon dans ce film. Il est incroyable. Et donc j'ai ça qui est sorti le 4 octobre, qui est disponible sur MyCanal. Ça, en ce moment, je travaille sur la saison 2 de LOL, le jeu qu'on a fait pour Amazon Prime. Voilà, et j'ai une série qui va peut-être rentrer en développement, donc ça c'est chouette. Très bien, merci Arthur. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir les Goonies. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Timothée et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde.